Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h à la une de ce journal. Événement dramatique du 24 octobre 2020, le Cameroun tout entier ému face à la cruauté humaine qui a arraché la vie à 7 élèves. Vague de réactions tout azimut sur ce drame, c'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous recevoir chez vous. Plus de 24 heures après la fusillade à la Moda Francesca International Bilingual Academic à Kumba, les portes de cet établissement sont restées fermées toute cette journée de classe. Aucune mouche qui vole autour de cet établissement scolaire. C'est un calme de cimetière qui a aussi été imposé par le traditionnel Ghost Town observé ce lundi dans cette localité. À peine la rentrée scolaire a démarré il y a 3 semaines, certains parents d'élèves redoutent de renvoyer leurs enfants à l'école. À présent, revenons sur la douleur que vivent les parents des écoliers assassinés samedi dernier. Le cœur meurtri, certains racontent les derniers instants de vie de leurs enfants qu'ils ont vus partir sous leurs yeux en toute impuissance. Voici ces moments d'émotion dans ce reportage de Jean Pochignat. Couchée sur son lit d'hospitalisation, la jeune Ngwane Rémi Mangué est la 7e élève, victime de la fusillade survenue à la Moda Francesca International Bilingual Academy de Kumba. Elle est décédée au petit matin du dimanche 25 octobre, de suite de ses blessures. Une nouvelle bien douloureuse pour Papa Ngwane. J'ai reçu l'appel du médecin à 2h30 du matin. Il m'a dit d'être fort et courageux. Ma fille n'est plus. La dépouille de Ngwane Rémi Mangué, déposée à la morgue en présence du préfet de la Mémé, le père de l'innocente disparue, est traumatisé par l'horreur qu'a subie sa fille. C'est un élève qui m'a annoncé que ma fille a été fusillée. Je n'en revenais pas. Elle avait le bras emballé et saignant. Rémi a été atteint au ventre et ses intestins à nu. Un autre parent qui a le cœur suspendu à un fil, c'est cette femme. 3 minutes après la fusillade, sa fille arrive à la maison en larmes. Elle est arrivée en tenant son ventre. Je l'ai portée. Un jeune homme à moto m'a secouru et l'a transportée aux urgences de l'hôpital. On a exigé du sang pour elle et j'en ai fourmi et là j'attends. Dans cette vague de parents sous le choc, le sieur Ngou, l'homme à la gorge nouée, nous raconte dans quel état se trouvait le corps de sa petite Jennifer Ngou, criblé de balles dans son établissement. Je me suis rendu à l'école et j'ai trouvé ma fille la tête explosée. L'épreuve la plus douloureuse, c'est celle des parents de la petite Zaké Néré, ma princesse. Le père raconte les dernières minutes de vie de sa fille. J'ai trouvé ses sœurs aînées en pleurs, me disant qu'on a tiré sur Emma à l'école. Elle est à l'hôpital. J'y suis allé et elle est morte 1 heure après. Dans son lit d'hôpital, la petite Zakene princesse fait une déclaration étrange à sa maman que voici. Avant de rendre l'âme, elle m'a dit « Maman, je ne mourrai pas ». Et pourquoi lui ai-je rétorqué? Elle a dit, même s'il faut mourir, moi, je serai réincarné. Je lui ai dit, à 9 ans, tu parles ainsi? Elle a dit, si, mon corps sera enlevé et conduit au paradis. Les familles des innocents assassinés sont inconsolables et le Cameroun tout entier porte le deuil à la suite de ce carnage perpétré par des assaillants armés non identifiés qui ont fait irruption le samedi 24 octobre 2020 à la Moda Francesca International Bilingual Academy, tuant 6 élèves sur le coup et faisant une dizaine de blessés graves. Dans cette ville du sud-ouest, une des 2 régions anglophones en proie à une crise sociopolitique depuis 2016.
Et 48 heures après ce crime odieux, le président de la République condamne avec la plus grande fermeté ce crime jugé barbare et lâche envers des enfants, écrit Paul Biya. Le chef de l'État dit avoir donné des instructions pour que des mesures appropriées soient prises avec diligence pour traquer et interpeller les auteurs de ces actes ignobles qu'ils devront répondre devant la justice. C'est un télégramme du chef de l'État signé ce 26 octobre et adressé à Bernard Okalia-Bilay, gouverneur de la région du Sud-Ouest. Et la ville de Kumba est touchée dans son cœur et son âme. Les populations sont sorties en masse dans le département de la Mémé pour protester contre le massacre de leurs enfants et la violation de l'espace scolaire. D'autres précisions avec Kedjara. Marche noire dans la ville de Kumba, en pleine crise anglophone. Les populations ont bravé la peur et se sont alliées au sous-préfet de Kumba 1 ainsi qu'au super-maire de la ville pour dénoncer les exactions subies par des enfants dans le cadre de la crise anglophone. Ce qui s'est déroulé hier au quartier Bamileke ne doit plus jamais se produire. Je voudrais vous dire que le voisinage a vu les Amba Boys entrer dans cette école. Je répète, les voisins de cette école ont vu les Amba Boys y entrer dans le but de tuer ces enfants. Et ils n'ont pas appelé la police, la gendarmerie ou les militaires. Arbre de la paix. Pancarte dans les mains, message clair et poignant, elles ont fait le tour des principales rues de la ville pour terminer devant les locaux de la préfecture. Voilà pourquoi, quand nous avons entendu qu'une souffrance qui est vraiment dangereuse pour le futur de notre nation s'est produite ici, au péril de notre propre vie, nous avons décidé de venir vous soutenir. Nous disons non à la violence, trop c'est trop. Les populations de Kumba disent non aux sécessionnistes. Protégez nos enfants. Nous voulons des stylos, non pas des armes. C'est là quelques messages brandis au cours de cette marche, pendant laquelle des prières ont également été formulées à Dieu. Kumba, après Garbu, le massacre de trop, commis sur des enfants innocents et sans défense, en pleine crise anglophone. Et la conférence épiscopale nationale du Cameroun décrète un jour de prière pour les disparus de l'attaque de Kumba du 24 octobre dernier. Le président des évêques du Cameroun, Monseigneur Abraham Komé, demande à tous les pasteurs d'organiser des séances de prière durant toute la journée du 30 octobre pour le repos éternel de toutes les âmes innocentes arrachées à la vie. Il condamne dans un communiqué publié au lendemain de cette attaque la barbarie perpétrée contre des enfants qui ne demandaient qu'à s'instruire pour un avenir meilleur. La conférence épiscopale nationale du Cameroun réitère qu'elle n'a cessé d'appeler à l'arrêt des violences sur toutes ses formes portant atteinte à la dignité et à la vie humaine. C'est l'essentiel d'un communiqué signé hier par Abraham Komé, président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Et l'indignation est générale après le massacre des écoliers à Kumba dans le sud-ouest. Politiques, footballeurs, artistes nationaux et internationaux disent non à la guerre. Ils prônent le retour de la paix dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Et c'est à travers des vidéos postées sur les réseaux sociaux qu'ils expriment leur profonde douleur. Gladys Sidi. Ils crient leur colère et leur mal-être. Après le carnage enregistré à Kumba, de loin ou de près, tous se sont concernés. Ngandou Ngandui, l'international camerounais, lance un cri de détresse à l'endroit de tout le peuple camerounais afin que soit mis en priorité de toutes les actions menées le retour de la paix.
Michael Ngadue, c'est avec le cœur plein de tristesse, plein d'amertume, que je tiens à présenter mes très sincères condoléances aux familles durement éprouvées qui ont perdu leurs enfants suite au massacre survenu le 24 octobre 2020 à Kumba. Mes larmes et mes prières les accompagnent. Il est temps pour notre pays que cette guerre cesse. Il est temps que nous nous asseyons et pensions au Cameroun. Il est temps que nous construisions notre pays, un pays prospère, un pays avec de l'avenir pour nos enfants. Alors s'il vous plaît, mettons fin à cette sale guerre qui ne cesse de causer des malheurs à plein de familles. Le bâtonnier maître Akere Mouna fait savoir que c'est le cœur de la nation qui a été touché à travers ces attaques. Il parle de meurtres impitoyables. Le cœur de notre nation saigne après le meurtre impitoyable et sauvage et les blessures graves d'enfants dans une école à Fiango-Kumba le samedi 24 octobre. Quel est cet environnement qui règne désormais dans notre pays, qui permet à certaines personnes de perdre les simples bases de l'humanité et de la compassion? Les auteurs doivent être traduits en justice. Des artistes africains ont eux aussi réagi, en solidarité au peuple camerounais. Côte d'Ivoire, Nigeria, Gabon et bien d'autres, ils élèvent des prières en la mémoire des victimes et militent pour le retour de la paix dans les régions en crise au Cameroun. Sur le plan national, ça bouge dans les milieux culturels. Des concertations se font en vue d'une mobilisation pacifique des artistes dans les prochains jours. La plateforme Mouvement des artistes camerounais pour la paix au Nozo a récemment été créée. Dans la ville de Douala, artistes et hommes de médias étaient aussi réunis en vue d'une action concertée en la mémoire des victimes de ce qu'il convient désormais d'appeler le massacre de Kumba. Et le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et le chef du bureau régional d'Afrique centrale de l'organe onusien, François Lunseni Fall, se dit profondément choqué et attristé par l'attaque brutale du 24 octobre dernier contre la Moda Francisca International Bilingual Academy. Le représentant spécial d'Antonio Guterres demande une enquête approfondie afin que les auteurs de ce crime soient traduits en justice. François Lunseni Fall réitère aussi son appel au cessez-le-feu global. Et à la suite de cette condamnation du chef du bureau Afrique centrale pour l'ONU, l'ambassade de Chine au Cameroun condamne elle aussi les événements tragiques du 24 octobre dernier à Kumba dans le sud-ouest. Le porte-parole de cette représentation diplomatique basée à Yaoundé a qualifié d'odieux l'assassinat des élèves de la Moda Francisca School de Kumba. Évoquons à présent cette manifestation des femmes à Yaoundé. Membres du gouvernement et assimilés se sont rassemblés au boulevard du 20 mai pour condamner les massacres contre les femmes et les enfants à la Moda Francisca International School de Kumba dans le sud-ouest. On voit tout cela dans ce reportage de Aïk Cyril. Les larmes des membres du gouvernement et assimilés au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Rose Mbahacha, Catherine Abena, Linda Yang et d'autres femmes pleurent sur les massacres de Kumba dans la région du sud-ouest. La population civile devient de plus en plus la principale victime de ces hostilités et alarmée par l'augmentation marquée de violences sexuelles dirigées notamment contre les femmes et les enfants. Vêtus de noir, teintés de rouge, symbole du sang versé par les élèves de la Moda Francisca International Bilingual Academy. Ces femmes qu'accompagnent certains hommes au boulevard du 20 mai maudissent les assassins en même temps qu'elles invoquent la bénédiction de Dieu sur le Cameroun. When Herod murdered that many children in Israel and Rachel cried, they said they heard a voice of a woman in Ramah. She cried, she wailed, she was crying for the souls of the children. These children have done nothing. They have absolutely done nothing.
Face au drame survenu à Kumba et le malheur qui frappe le Cameroun, ces femmes, pour la circonstance, porte-parole de toutes les femmes de la nation, disent non, plus jamais ça. Et la vague d'indignation que suscite cette attaque meurtrière du 24 octobre dernier touche également les populations de la région du sud, de la région de l'ouest. Elles sont sorties pour dénoncer et condamner cet acte odieux. Ambiance dans les rues de Bafoussam, c'est avec Leclerc Taken. Des hommes de Dieu ont joint leur voix à celle des populations de la région de l'Ouest pour condamner le carnage du 24 octobre à Kumba, où des pauvres enfants, en quête légitime du savoir, ont été froidement assassinés. L'affaire de Kumba, là, les enfants, là, ça fait mal. Et vraiment, il faut que l'État prenne ses dispositions. Sinon, ça ne peut pas marcher. C'est vraiment cruel. On sait comment on doit encore faire pour vivre dans cette pays. Vraiment, le Dieu, ces enfants innocents. Un parent se lève pour tuer son propre fils. Franchement, c'est une amnistie. Ça, c'est ça qui me rend une amnistie. Parce que la vraie guerre ne se fait pas en deux soirs. C'est avec les États. On voit comment on fait passer pour tuer son petit frère en demain. Encore les élèves. Nous sommes parents. Kumba n'est pas loin d'une autre ville du Cameroun. Tout peut se produire partout à tout moment. C'est le temps pour l'Église et tous les autres frères et sœurs de la nation de se lever pour dénoncer d'abord de tels actes de barbarie. Pour dénoncer les méthodes de ceux qui, peut-être justement ou injustement, réclament justice. Mais nous pensons qu'on ne peut pas parvenir à une véritable justice si on n'a pas un regain d'amour pour les hommes qui sont en face de nous. Nous nous sommes dit, nous nous levons et nous venons d'abord crier à Dieu notre douleur, compatir avec ces familles qui sont inconnues, mais qui demain peuvent prendre les noms de nos familles, aux autorités que nos enfants sont en train de mourir. C'est dire aux responsables de cette nation qu'il y a des gens qui pleurent, qui sont dépassés par la situation et qui pensent qu'il faut prendre des machettes pour pouvoir la régler. Et donc s'ils ne remettent pas les choses sur la table du dialogue, de la communion, du partage, de la fraternité, nous ne savons pas où on arrivera. Après une marche, ces pasteurs, accompagnés des fidèles, ont pris place au rond-point central de la ville de Bafoussam. Pancarte en main où on pouvait lire « Soyons humbles, reconnaissons que nous sommes dépassés, repentons-nous de notre barbarie et Dieu agira ». Ou encore « La paix est plus forte que le tribalisme et les injustices ». Compassion, louange et prière ont animé ce moment de forte douleur. Pour ces populations de la région du Soleil couchant, c'est la ligne rouge qui a été franchie. Les solutions proposées jusqu'ici pour résoudre cette crise n'ont porté aucun fruit escompté. Il faut agir autrement. Et comme disait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Fin de citation. Cameroun, oh Dieu, trop de larmes ont coulé, trop de sang se sont versés. Vague d'émotions sur le drame de Kumba. Des militants de l'opposition et ceux du parti au pouvoir condamnent cet acte odieux perpétré sur des vies innocentes samedi dernier à Kumba dans le sud-ouest. Et au-delà de ce discours unanime, l'opposition s'indigne de la déclaration du porte-parole du gouvernement indiquant que cette école opère dans la clandestinité. Le regard croisé des hommes politiques au cours de l'émission Droit de réponse, c'est avec Flavien Valondongo. Des vies des adolescents supprimées par des sans-foi ni loi. Le drame est survenu à Kumba dans la région du sud-ouest Cameroun. Des acteurs politiques se lâchent. Sans passion, nous pouvons dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous pensons que c'est un acte terroriste. Et que pour cette raison-là, nous devons d'abord nous arrêter et dire à nos frères qu'ils commencent à aller trop loin. La militante du RDPC qui s'indigne ici est rappelée par le militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun et allié que les régions anglophones sont en guerre depuis des mois. On se souvient que le président Biya a déclaré la guerre. Il a dit que le régime allait faire la guerre aux séparatistes. Tout le monde l'a écouté. Ça veut dire que le Nozo aujourd'hui est une zone de guerre. Mais la question que je me pose, c'est comment ça se fait que l'on autorise les enfants à retourner à l'école sans s'assurer que l'armée a les moyens de protéger ces enfants-là.
La réponse à la question est donnée par le porte-parole du gouvernement, qui fait savoir que ces enfants en quête de connaissances ont été tués dans une école clandestine. Le ministre de la Communication veut nous faire croire que cette école était une école clandestine. Et c'est pourquoi je dis ça, c'est du sadisme. C'est-à-dire vouloir à tout prix se justifier dans toutes les circonstances. Nous savons tous que dans une zone de guerre, les activités ne peuvent pas se dérouler de façon normale. Alors qu'on continue de compter des morts dans les mêmes régions, et ce depuis 4 ans, loin d'une lueur d'espoir de sortie de crise, au Social Democratic Front, l'on estime que tout ça est la conséquence d'un pays non gouverné. Nous avons malheureusement un navire qui n'a plus de capitaine. Ce n'est pas une école qui est dans un coin reculé de la Mémé, c'est une école qui est en plein centre-ville. C'est la preuve de ce que la sécurité qui est en scandée n'est que purement déclaratoire. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la question sur laquelle le gouvernement de la République est attendu et pour laquelle il a réagi avec promptitude et dans les délais qui permettent de pouvoir anticiper sur les événements et apporter des solutions définitives. Le parti au pouvoir reconnaît que l'équation de la crise est difficile à résoudre dans les régions anglophones, malgré des efforts du gouvernement. Tous ces enfants qui sont dans les forêts, là, qui se cachent, je pense que le président ne peut pas admettre une chose pareille. C'est parce que pour lui, la solution n'est pas de tuer ces enfants qui sont enrôlés dans cette guerre. Ces différents acteurs politiques qui s'affrontent étaient des invités sur droit de réponse. Et l'honorable Cabral Libi interpelle le chef de l'État Paul Biya au lendemain du massacre des écoliers à Kumba. Le leader du PCRN affirme que seul le président de la République détient les clés pour mettre fin à ce conflit armé dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Au cas contraire, il aura échoué. On voit tout cela dans ce reportage de Joël Essenge et Aïk Cyril. Au lendemain du massacre de Kumba, dans la région du sud-ouest, c'est d'un ton ferme que l'honorable Cabral Libi interpelle le président de la République. J'interpelle le président de la République en personne. Monsieur le Président, vous devez exercer dans toute sa rigueur le mandat que le peuple vous a confié. Vous avez le devoir de protéger nos enfants. Vous avez le devoir de protéger l'avenir de nos enfants. Si vous ne le faites pas, alors vous avez failli. Face à l'escalade de violence dans le nord-ouest et le sud-ouest, le président national du PCRN demande au chef de l'État de ne plus écouter les faucons tapis autour de lui et dont les prises de position n'ont servi jusqu'ici qu'à aggraver la situation. Devant ces atrocités qui nous étreignent, où sont passés les faucons? Politiciens réputés rompus qui vous sont prétendument fidèles. Ces fameux faucons qui, par leur mépris et leur désinvolture, ont enchaîné des erreurs depuis l'inutile violence qu'ils ont ordonnée sur les avocats à Bamenda en novembre 2016 et l'inutile embastillement des leaders du consortium en janvier 2017. Où sont donc passés ces faucons si puissants devant les conséquences de leurs inconséquences? Si Paul Biya doit cesser d'écouter les faucons politiciens qui font semblant de lui être fidèles, Cabral Libi lui conseille plutôt de prêter une oreille attentive aux cris de détresse lancés par Mancho BBC, Félix Ngalim et les autres du fond de leur cellule. Monsieur le Président de la République, écoutez les voix de Mancho BBC et Ngalim Félix, ces précurseurs de la crise anglophone, qui ont certes été condamnés, mais qui vous ont adressé une lettre de repentance dans laquelle ils offraient leur service pour la restauration de la paix. Écoutez-les. Pour le leader du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, les tueries dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont atteint des proportions inquiétantes. Le président de la République, selon lui, doit user des pouvoirs que lui confère la Constitution pour mettre fin à la guerre. Assistance aux familles éplorées dans le drame de Kumba, une mission interministérielle attendue dans la ville les prochains jours. Selon un tweet du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, la délégation séjournera plusieurs jours. Question de mettre en place un dispositif sécuritaire approprié afin de parer à toute menace d'attaque.
Et restons dans le chapitre de l'insécurité autour des écoles. Des malfrats ont attaqué un établissement scolaire de la ville de Douala, menaçant d'enlever des élèves sans succès. Ils ont vandalisé ces établissements, exigeant des rançons. Ils ont été interpellés par les forces de maintien de l'ordre. Innocent Abega, Donald Brice Kamgan. En image, 2 bus calcinés au campus de l'école primaire British Isles à Bonamoussadi. L'acte a été commis dans la nuit du 22 au 23 octobre dernier par ces 3 hommes. Bertrand Belinga Otou, 38 ans, Pierre Foué Ambassa, 38 ans et Elvis Takan, 37 ans. Le groupe a mis en exécution ces menaces de vandalisme et de représailles contre le personnel, les élèves et les dirigeants de l'établissement. Au départ, nous avons pensé qu'il s'agissait d'un cas d'intimidation. Mais nous avons tout de même alerté les forces de sécurité avec une plainte déposée à la brigade de gendarmerie de Bonamoussadi. L'incendie des bus de l'école est intervenu 3 jours après les menaces au téléphone. Devant la police, les mises en cause retracent lors de la reconstitution des faits le film de leur forfait. Eux qui sont passés par l'arrière de l'établissement pour agir. 2000. 2004 to buy fuel. To buy fuel. So me say na who throw am for here? Na he throw am for here. Na who throw the fuel for here? Na this man. Au complexe scolaire Russian International School, connu sous l'appellation de l'école russe à Makepe, les 3 malfaiteurs ont exigé pas moins de 6 millions de francs CFA aux responsables, sous peine de voir des enfants enlevés et l'établissement saccagé. Le lendemain également, on nous fait comprendre que on va venir enlever les enfants ici et même le personnel n'est pas en reste. Ainsi, nous avons contacté les services de la police. Nous vivons dans la peur et aujourd'hui, c'est comme un nouveau jour qui se lève. Leur tentative de brûler un bus de l'école a été déjouée par un vigile en service. Les responsables de l'établissement saisiront eux aussi le groupement mobile d'intervention via une plainte dont la suite est l'interpellation de ces 3 jeunes. Je pense que les parents aussi vont comprendre que ça ne manque pas les gens méchants. Mais quand la police est à côté de nous, nous sommes en collaboration toujours avec eux. Et je pense qu'il n'y a rien à craindre. Les menaces du groupe visent également des opérateurs économiques à la fortune respectée, menaces via des appels téléphoniques mais aussi des correspondances. J'ai écrit, je cite, Monsieur Tamou, nous sommes une organisation et on a été payé pour vous éliminer. Si vous voulez monnayer votre vie, appelez sur le téléphone qui est dans l'enveloppe. D'après la police, le groupe est mené par Bertrand Otou-Belinga, un repris de justice qui s'est entouré de 2 autres jeunes, Pierre Ambassa et Elvis Takan. Ce dernier serait issu des rangs des séparatistes. La suite de l'enquête est confiée au commissariat central numéro 4 qui cherche notamment à savoir l'identité d'éventuels commanditaires de tels actes. Allons tout de suite à l'étranger. Présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire, à jour J-1 du scrutin, la campagne électorale et la campagne anti-campagne battent leur plein sur le terrain. L'opposition appelle à un report de l'élection alors que le président sortant Alassane Dramane Ouattara ratisse large sur le terrain pour glaner le maximum de voix en vue d'un 3e mandat à la présidentielle. D'autres précisions avec nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Guizogo. À 6 jours de l'élection présidentielle ici en Côte d'Ivoire, la campagne électorale est certes lancée, mais il faut reconnaître qu'elle est encore très timide. Les 2 principaux candidats à ce scrutin, le président sortant Alassane Dramane Ouattara et son adversaire Konan Kouadio-Bertin, Kakabé, selon son petit nom, occupent donc littéralement le terrain. Ce sont donc leurs affiches qu'on peut voir dans les rues de la capitale économique ivoirienne. Les 2 candidats se trouvent à l'intérieur du pays. Alassane Dramane Ouattara à Daloa, à 383 km exactement d'Abidjan. C'est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire où il doit tenir un meeting, tandis que Kakabé est annoncé du côté de Yamoussoukro. Parmi les électeurs, les populations notamment, les avis sont très tranchés sur cette élection présidentielle. Il y a ceux qui estiment que l'élection n'aura pas lieu et annoncent des manifestations pour ce lundi dans la capitale ivoirienne. Naturellement, dans le camp du parti au pouvoir, le RHDP, c'est un son de cloche différent qu'on entend.
il est question d'un nouveau mandat pour Alassane Dramane Ouattara qui, à entendre ses partisans, a redressé la Côte d'Ivoire et l'a mise définitivement sur orbite pour qu'elle soit un pays développé. Depuis Abidjan, pour Equinox Télévision, Emmanuel Diop, Gizogo. Toujours en Côte d'Ivoire, mauvaise goutte d'huile dans la campagne électorale ivoirienne. Le ministre de l'administration du territoire décédé a reçu un hommage digne d'un haut commis de l'État. Alassane Dramane Ouattara a dû écourter sa campagne pour prendre part à cet événement. On voit tout cela avec nos envoyés spéciaux Carlos Minoué, Cédric Noufélé. Sous le ciel de la Côte d'Ivoire, la disparition d'un acteur clé de l'administration territoriale et du dialogue politique plonge la nation dans une profonde tristesse. Le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, suspend sa campagne électorale pour assister au dernier voyage du ministre Sidiki Diakité, décédé en plein exercice de ses fonctions des suites d'un arrêt cardiaque le 23 octobre 2020. Dans cette atmosphère de recueillement, à l'esplanade de la primature à Abidjan, un air musical entonné dans les rangs de la garde républicaine, suivi des honneurs militaires, ravive dans les esprits et les cœurs les souvenirs d'un administrateur civil et un serviteur de l'État engagé dans la préservation de la paix et les réformes institutionnelles. Élevé au rang de commandant de l'ordre national à titre posthume par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, Sidiki Diakité quitte la scène sous les projecteurs de la République ivoirienne. Sa famille, affligée, reçoit des mains du président Alassane Dramane Ouattara le drapeau national, signe de reconnaissance pour cet ancien préfet du département d'Abidjan, auréolé du prix de la meilleure autorité préfectorale en 2017. Il venait alors d'être nommé ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en Côte d'Ivoire. C'est avec une grande émotion que la République de Côte d'Ivoire a pleuré l'un de ses dignes fils, disparu brusquement vendredi dernier alors qu'il devait présider une réunion par visioconférence des préfets de la Côte d'Ivoire afin de prendre le pouls et la situation sécurité administrative dans le pays. Le président de la République a suspendu sa campagne électorale dans l'arrière-pays afin d'assister aux hommages de la nation rendus en la mémoire de Sidiki Diakité, ancien préfet d'Abidjan et ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Sa famille très émue de recevoir le drapeau des mains du président de la République de Côte d'Ivoire. Elle se rend présentement à Grand-Bassam pour l'inhumation de l'illustre disparu. Ses proches sont encore sous le choc. La Côte d'Ivoire également, mais la campagne, elle, va reprendre pour permettre aux candidats encore en lice de convaincre les indécis à quelques jours de ce scrutin présidentiel prévu précisément le 31 octobre 2020. Ici à Abidjan, Cédric Noufélé et Carlos Minoué, envoyés spéciaux pour Equinox Télévision. Et de la réclame dans ce journal, la compagnie de téléphonie mobile Orange Cameroun prime ses meilleurs clients. Les gagnants du jeu Joue et Gagne ont reçu leur lot ici dans la ville de Douala. Reportage. Orange. Orange vous remercie d'avoir participé au jeu Joue et Gagne. Joue et gagne, du rêve à la réalité chez Orange Cameroun. Une expérience vécue par des abonnés dans la ville de Douala. Ils ont été invités à récupérer leurs chèques et autres lots à l'agence de l'entreprise à Bonapriso. Un moment empreint de convivialité, de joie immense pour les heureux bénéficiaires qui ont remporté des montants allant de 100 à 3 millions de francs CFA. J'ai été très ému quand on m'a appelé pour me faire comprendre que j'ai joué et j'ai gagné le jeu. Je n'ai pas cru, je me suis passé pour un homme d'autorité pour dire si ce que la dame me dit est vrai, je pourrais peut-être l'enfermer.
Mais à ma grande surprise, je suis en train de vivre la réalité sur le terrain. Je suis très content. C'est vraiment un miracle divin. Parce que rien qu'à partir du téléphone, je gagne 3 millions. Vraiment, c'est un miracle divin. Je ne peux que dire merci au Seigneur. Merci à Orange. Parmi les gagnants de cette phase, plusieurs comptent concrétiser leurs projets et d'autres finaliser les frais de scolarité de leur progéniture. Merci à Orange Cameroun qui a bien voulu mettre à notre disposition ce jeu qu'on appelle Megawin, qui m'a permis aujourd'hui d'être un heureux gagnant, surtout en cette période de rentrée scolaire. Vous le savez bien, c'est une période extrêmement difficile. Je pense que grâce à Orange, les enfants iront tout tranquillement à l'école. Je voudrais encourager tous ceux qui hésitent à participer à ce jeu, parce que c'est un jeu aussi facile, extrêmement facile. Orange Cameroun réitère à son aimable clientèle l'objectif du quiz, joue et gagne, et ses avantages pour les différents compétiteurs. Participer à joue et gagne est plus qu'un test de culture générale avec à la clé le moyen de cumuler des points. C'est aussi pour les clients équipés des téléphones compatibles le moyen d'accéder via le web à une roue de la chance. C'est l'occasion de confirmer que ce n'est pas un fake, que les jeux, forcément, il y a des gagnants et que tout ça se passe par tirage au sort. Donc quand vous gagnez, vous avez la possibilité d'être sélectionné et d'être tiré au sort. Aujourd'hui, on a des heureux gagnants et vous-même vous l'avez constaté, c'est du vrai. Et je vous encourage à jouer. Megawin est le jeu éducatif et interactif qui permet de participer au quotidien à un quiz et de gagner chaque jour des milliers de lots. Pour y participer, il vous suffit d'envoyer oui au 9107. Alors, à vos téléphones. Orange. Et les localités de Ntui et Yébé-Yézoum, dans le centre désormais doté de centres de traitement post-récolte de cacao. Ils ont été inaugurés par le ministre du Commerce en présence d'une délégation de la Confédération des chocolateries et confiseurs de France. Reportage. À Lembe-Yézoum, dans la Haute-Sanaga, et Ntui, dans le Bas-Mekim, les producteurs de cacao sont désormais aux anges. C'est une aubaine parce qu'il faut dire que dans le processus qui est mis en place, il y a la réduction de la charge de travail. Bien que le prix est davantage rémunérateur, les producteurs ne fermentent plus, ils ne sèchent plus, ne stockent plus. Ça libère du temps pour pouvoir faire d'autres activités génératrices de revenus. Donc, du coup, les producteurs sont enclins à porter leur cacao sale. La construction de 2 centres de traitement post-récolte balise la voie en vue de la mise sur le marché d'un cacao de qualité, lequel s'achète à prix d'or. Des formations ont été données pour améliorer la qualité de la fève. De deux, le prix qu'on nous donne présentement, puisque au niveau du centre, 1640 francs. On nous annonce 850 francs CFA, payé Borchamp, on est à 1640. Voilà, donc il y a quand même un écart, qui est gigantesque, mais à la fois cet écart est justifié par la qualité. Voilà, c'est plus de travail. Le choix de la qualité paye et la présence dans ces bassins de production d'éminents responsables de la Confédération des chocolatiers de France est un élément supplémentaire de motivation. Ce qu'on voit comme travail effectué ici, c'est parfait. Donc maintenant, ce que je suis tenté de dire à tous les cacaoculteurs, c'est pas une journée, c'est tous les jours qu'il faudra produire ce cacao d'excellence, que l'excellence c'est au quotidien. Et on fait le pari avec vous, en tout cas, nous, d'acheter ce cacao dans la mesure où il est d'excellente qualité. Le plus important, c'est qu'ils soient convaincus. Et j'ai la conviction, effectivement, qu'ils ont été convaincus. À savoir que le Cameroun fait un cacao d'excellente qualité et que le cacao du Cameroun donc mérite d'être référencé au panthéon des meilleures qualités qui puissent exister sur le marché international. Aux côtés du gouvernement, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café est résolument engagé sur le chemin de la production d'un cacao d'excellence et de référence, gage d'un meilleur avenir pour les acteurs de la filière. Les producteurs en premier. Le CICC a été créé pour, entre autres, apporter le développement au sein des filières. Vous venez de le constater, ce qui est là, c'est un développement exceptionnel parce que le fait de créer ces centres-là
va donner une nouvelle manière à nos producteurs de travailler leur cacao une fois les fèves récoltées. L'ambition est de multiplier les centres de traitement post-récolte de cacao sur l'ensemble des bassins de production. Il est aussi question pour les cacaoculteurs d'adhérer à cette nouvelle donne qui tourne la page de l'amateurisme et de l'approximation. Il faudrait simplement, et c'est le vœu que nous puissions émettre, que ce ne soit pas une action ponctuelle, mais que ce soit une action pérenne. La qualité est un défi permanent, un challenge qu'on doit relever chaque jour. Heureux que les jeunes l'aient compris, les jeunes notamment dans le cadre du programme New Generation, qu'ils aient intégré et qu'ils adhèrent de façon enthousiaste, de façon dynamique, de façon massive à ces nouveaux défis. Les centres de traitement post-récolte de cacao de Ntui et de Lembeyezoum s'ajoutent aux autres déjà fonctionnels dans plusieurs bassins de production du cacao. Plus que par le passé, la machine de la qualité est en marche et le meilleur est à venir pour les producteurs de cacao. Avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants Serge Alonto pour la deuxième partie d'Equinox-Soir. Des larmes des femmes membres du gouvernement et assimilées au boulevard du 20 mai ce jour à Yaoundé. Elles étaient toutes vêtues de noir ce lundi au boulevard du 20 mai à Yaoundé pour manifester leur solidarité aux femmes et enfants tués dans le nord-ouest et sud-ouest. Pancarte à main, ces femmes membres du gouvernement et assimilées ont dénoncé cette barbarie ou cruauté humaine perpétrée le 24 octobre dernier à Kumba dans le sud-ouest. Cette manifestation pourra-t-elle ou aura-t-elle un impact pour le retour de la paix dans les régions du nord-ouest et sud-ouest? Là est toute la question, Serge Alonto. Voilà, justement, je m'en vais donc poser cette question à nos invités en plateau ce soir. Bonne soirée à vous, Julien Berthe Bistaï. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite. Et qu'il en soit. Retour sur le plateau Equinox-Soir, deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal, madame, monsieur, toujours en compagnie de Edmond Kuaté, Eric Yombi, Mbambok Yebga et Serge Emebikoy. Serge Emebikoy, vous nous venez de Yaoundé. Il y a une marche à Yaoundé ce jour. Oui, il y a une marche à Yaoundé, une marche des... Les formalités ont été... C'est la question que nous posons nous tous. Parce qu'en réalité, lorsque l'on voit comment cette marche a été justement organisée et médiatisée, on se rend davantage compte que tout est parti du fait que c'est déroulé justement le week-end dernier à Kumba. Et ça crée une vague de solidarité du corps social, notamment de la solidarité féminine. Nous avons constaté singulièrement que ce sont des femmes qui se sont décidées à crier leur ras-le-bol par rapport à tout ce qui s'est passé. Vous savez que c'est la femme qui est aujourd'hui suffisamment meurtrie. Lorsque vous perdez des enfants au cours d'un drame, au cours d'une situation tragique, il est question là de révéler un ensemble de situations d'oppression, de discrimination, de disqualification par rapport à tout ce qui s'est passé. Bon, maintenant, on peut se questionner par rapport à la déclaration ou bien à la déclaration qui a été faite par ces dames-là. C'est vrai que ça nous permet aujourd'hui de nous replonger sur ce qui se passe au Cameroun par rapport à un régime qui est essentiellement autoritaire, voire autoritariste, par rapport au contexte de répression qui règne. Vous savez bien que certains leaders politiques de l'opposition camerounaise se décident à organiser des manifestations pacifiques, des marches pacifiques, mais ils ne rencontrent pas toujours l'assentiment des autorités administratives. Et par conséquent, celui du gouvernement en place. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on cherche à savoir est-ce qu'il est question davantage de créer cette espèce d'appréciation à géométrie variable par rapport au contexte des manifestations publiques au Cameroun. Si on n'arrive pas davantage à encadrer certains événements sous prétexte que ce sont des événements qui vont contribuer à troubler l'ordre public, ça pose un problème de fond. Moi, je pense qu'il est question, et c'est ce que l'on relevait au cours de la première partie de l'émission, qu'il faut décompresser l'autorité systématique, l'autoritarisme systématique qui règne au Cameroun. Il faut contribuer davantage à faire émerger plusieurs courants de pensée.
quelles que soient des lignes convergentes ou bien des lignes divergentes, que l'on peut davantage noter ça et là. Parce qu'en réalité, lorsque l'on se décide à formuler l'objet d'une marche, on ne peut qu'avoir une perception idéologiquement ou bien politiquement marquée par rapport aux interprétations que l'on peut en faire. Si du point de vue de l'ordre gouvernant, l'on peut estimer que la manifestation de tel parti politique est connotée négativement ou bien est connoté idéologiquement, ça pose un problème. Vous avez vu aujourd'hui que l'expression des femmes qui expriment leur ras-le-bol, leur irritation, leur courroux par rapport à tout ce qui s'est déroulé à Kumba, c'est légitime. Mais encore faut-il également jeter un regard sur d'autres événements qui sont organisés par d'autres corporations sociales pour ne pas toujours avoir cet étiquetage négatif par rapport à tel événement ou bien à tel autre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut davantage constater que il y a un souci de remise en cause personnelle des différents barons de la chaîne gouvernementale, de même que des autorités administratives, qui, lorsque l'on constate que c'est tel parti d'opposition qui a organisé un tel événement politique, il faut réprimer systématiquement, il faut interdire. Donc là, ça permet de réfléchir un temps soit peu sur ce contexte-là et de constater que pour on a besoin davantage d'agiter la logique éminemment répressive et coercitive pour justement mettre les barrières, les bâtons dans les roues à certains acteurs politiques qui veulent justement organiser des événements. Ok. Eric Giambi, c'est pas la première fois que les femmes sortent par rapport à cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. On a encore en mémoire ce mouvement de femmes au niveau de l'hôtel Ayabas en publicité du côté de Bamenda. On les a souvent vus dans la région du sud-ouest. Cette fois-ci, est-ce que c'est, on dit, les femmes membres du gouvernement et assimilées? Est-ce qu'on peut espérer que cette fois-ci, les femmes vont se faire écouter, entendre? C'est vrai que ce qui s'est passé à Kumba est particulier au sens où c'est exclusivement les enfants qui ont été touchés. Oui. Et la maman étant la mère de l'humanité, elles sont évidemment, n'est-ce pas, en première ligne. Mais une fois de plus, je le disais tantôt, refusons d'être dans l'émotion en ce qui concerne cette crise anglophone. Quand on dit l'émotion, c'est prenons le temps du deuil. Mais il faudra qu'arrive absolument, automatiquement ou systématiquement, le temps de la réflexion et de l'action. Et ça doit être une action qui est portée vers autre chose. Parce que jusqu'ici, ce qui s'est passé n'a pas été productif au sens d'apporter la paix. On aimerait bien que la marche de nos mamans, de nos sœurs, etc., puisse être le déclencheur. Mais je me souviens également que nous avons celui qui a la montre politique, celui qui a le temps politique, et les yeux sont rivés vers lui, et on aimerait évidemment qu'il change de braquet. Mais une fois de plus, c'est une question difficile parce que en réalité, le changement de braquet, le fait d'accepter un autre discours ou alors des voix dissonantes voudrait dire que la façon de gouverner jusqu'ici se remet en question au sens d'écouter l'autre, au sens même de dialoguer. Pourtant, en réalité, c'est ce qu'il est question de faire. Il est question aujourd'hui d'accepter d'être à la même table avec d'autres Camerounais pour parler évidemment du Cameroun. Qu'on ne nous donne pas l'impression que le fait que la République ait été attaquée, que la République est à terre, non. La République est debout, elle a été fragilisée, elle sera encore plus forte lorsque celle-ci va accepter, ou alors lorsque les décideurs, j'allais dire, la République d'en haut, aura décidé de discuter avec quiconque afin que le pays soit beaucoup plus fort. C'est ce signal que nous attendons du chef de l'État. C'est bien beau d'adresser ses condoléances, d'exprimer son amertume ou alors sa compassion, mais il faudrait des actions beaucoup plus énergiques que ce que nous avons eu jusqu'ici, afin que nous soyons dans une ère où finalement le Cameroun soit tourné vers autre chose. Vous savez, lorsque nous sommes dans une situation comme celle-ci où il n'y a pas la paix, rien d'autre n'est possible. Rien d'autre. Le Cameroun est grippé depuis quelques années parce que le Cameroun est à la recherche d'une paix qui est pour le moment improbable. Donc il faudrait que définitivement le chef de l'État prenne des initiatives plus toniques afin que nous sortions de cette situation et se consacrer véritablement sur les questions de développement. Mais il faut d'abord cette paix. Et ce ne serait pas une honte que la République décide à travers, n'est-ce pas, les dirigeants de tendre la main aux autres pour qu'on s'entende sur un certain nombre de choses. Bombok Diepga, quand les femmes décident de sortir, quel symbole? Alors, vous savez, la femme,
c'est la mère de l'humanité. Mais ce n'est pas dans ce sens que moi je vais interpeller ou bien commenter la marche de Yaoundé. Nous avons assisté il y a quelques jours à une décision du chef de l'État suspendant le paiement des droits de douane. Une décision qui a été prise par des autorités du pays. Mais le président a écouté le peuple avant de prendre cette décision. Alors, quand les femmes marchent, ça veut dire que le pouvoir, elles ont constaté que le pouvoir est dans la rue. Il faut plutôt aller dans la rue pour que le président comprenne le vrai message. Et nous disons donc... Aller dans la rue? Ah oui, mais la preuve. Il faut... Parce que les décisions qui sont prises par les créatures sont souvent remises en cause. Et c'est donc dans la rue qu'il faut s'exprimer pour qu'ils comprennent exactement ce qu'ils doivent faire. Et nous soutenons donc cette affaire et nous insistons que ça ne doit pas seulement être les membres du gouvernement, les épouses des membres du gouvernement et assimilés, mais qu'on laisse tout le monde s'exprimer. En ce moment-là, le président aura le bon message. Si tout le monde peut s'exprimer, on aura le bon message et le Cameroun pourra sortir du trou. Donc vous dites qu'il faut de nouvelles marches blanches pour Kumba, que ce ne soit pas seulement limité aux femmes membres du gouvernement. Il ne faut pas mettre un qualificatif. Oui. Il faut que la rue parle. Il faut que les gens descendent, qu'ils s'expriment. C'est ça que je suis en train de dire. Comme les femmes sont descendues à Yaoundé, elles ont exprimé, sauf que c'est les épouses des membres du gouvernement et assimilés. Il faut laisser les Bayam Selam s'exprimer pour que le chef de l'État comprenne exactement ce qui ne va pas. Il faut laisser tout le monde s'exprimer. Okay. Donc il ne faut pas que les créatures bloquent le message pour que c'est seulement leur message qui passe auprès du Créateur. Okay. Edmond Kiaté, les femmes, on a vu aussi à Kumba, avec le maire de la ville, Gori Mewanou, je crois bien, qui était en tête de cette marche-là. Ça veut dire que le Cameroun est vraiment touché par ce qui se passe. Parce qu'il y a une autre mobilisation qui est envisagée demain, avec le ministre Ondoa. C'est vrai. Vous savez, la nation tout entière porte une douleur très forte. Mais les femmes, plus singulièrement, portent cette douleur parce qu'elles connaissent les douleurs de l'enfantement. Elles savent mieux que quiconque ce que veut dire perdre un enfant. Elles savent tout ce qui entraîne, tout ce que cela entraîne pour porter un enfant, l'encadrer jusqu'à ce que, n'est-ce pas, qu'il devienne un homme, qu'il se prenne en main. Et donc c'est normal que ces femmes se retrouvent pour crier leur colère, leur indignation, pour dire jusqu'où est-ce qu'elles ont mal. Vous savez, Alain, c'est quelqu'un qui disait lorsque vous n'êtes pas dégoûté par ce qui est dégoûtant, vous êtes encore plus dégoûtant que ce qui ne vous dégoûte pas. Et donc, s'il y a un Camerounais aujourd'hui qui n'est pas dégoûté par ce qui s'est passé à Kumba, c'est qu'il est tout simplement dégoûtant. Et donc, tous les Camerounais doivent exprimer, crier leur colère, leur dégoût par rapport à tout ce que nous avons vu. Mais, Serge Alain, la question que j'ai bien envie de me poser, que peut faire un océan de larmes que tous les Camerounais se réuniraient pour couler? Est-ce que ça suffirait à arrêter le carnage? Est-ce que ça nous sortirait de la spirale infernale? Je disais tantôt que imaginez-vous si demain un membre, n'est-ce pas, de la famille frappé par cette atrocité venait à se retrouver avec une arme et qu'il voulait, n'est-ce pas, exprimer sa rancœur. Il ferait pire que ce qui a été fait, justement parce qu'il tient à assouvir, n'est-ce pas, une vengeance, un désir de vengeance. Alors c'est pourquoi nous disons qu'il faut qu'on change de logiciel. Il faut pas qu'on soit ce que Einstein appelait la folie, les fous. C'est-à-dire qu'ils font la même chose tout le temps, mais qui espèrent quand même avoir un résultat différent. Ça, c'est la folie. Lorsque vous avez fait quelque chose plusieurs fois, marquez une halte, dites-vous, est-ce qu'on ne doit pas faire autrement? Vous savez, nous sommes un peu champions
des idéologies importées et même parfois des discours importés. J'entends des gens dire on ne négocie pas avec les terroristes. Je sais, nous savons d'où ça vient. C'est depuis 2003-2004. C'est Bush et les Américains qui ont, n'est-ce pas, lancé ces discours lorsqu'ils étaient, n'est-ce pas, encore au plus fort de la guerre avec les talibans en Afghanistan, au Pakistan, et lorsqu'ils sont allés, n'est-ce pas, combattre Saddam Hussein. C'est eux qui disaient on ne négocie pas avec les terroristes. Mais j'ai envie de dire à ces gens qu'en ce moment même et depuis quelque temps, il y a sous l'égide des Américains, et singulièrement des Américains, il y a une négociation qui se passe en ce moment au Pakistan, en Afghanistan, entre l'État central et les talibans. C'est les Américains qui coordonnent cela. Eux qui ont dit qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Donc il faut qu'on sorte de ces cloisonnements idéologiques. Il faut qu'on sorte de cette importation, je dis souvent importation imbécile des idéologies sans questionner le fond. Non, il n'est pas question de négocier avec les terroristes. Il est question de faire en sorte que ce qui s'est passé là à Kumba, parce que quelqu'un disait, c'est Eric qui le disait, rassurez-vous, ce qui s'est passé à Kumba, ce n'est que la face, n'est-ce pas, visible de l'iceberg. Il se passe encore des choses pires que ça. Parce que je l'ai toujours dit, la guerre, l'autre nom, c'est la confusion, le chaos. Le chaos, c'est le laboratoire par excellence d'expérimentation de toutes les horreurs. Donc, vous ne pouvez pas imaginer ceux qui s'asseyent à Douala et à Yaoundé, croient que le théâtre des opérations est très loin et qui disent nous allons mener cette guerre même 1000 ans s'il le faut. J'ai envie de leur dire allez passer une nuit à Boya, à Kumba, à Bamenda et revenez me dire si vous êtes toujours très sûr que vous voulez mener cette guerre pendant 50 ans. Voilà, merci. Parce qu'il est déjà là, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Bonsoir Sylvestre. Dans un instant, 100% foot. Serge Alain, bonsoir. 100% foot dans quelques instants. Hommage à ces enfants victimes de la barbarie humaine dans la ville de Kumba samedi dernier. Beaucoup ne le savent pas, mais l'un de ces enfants tués, Victory Kamibon, 11 ans seulement, était passionné de football. Des sources familiales, on apprend qu'il était le meilleur joueur de son quartier, de son école. Il évoluait au poste d'avant-centre et il devait d'ailleurs arriver l'année prochaine chez son oncle ici à Douala dans le but d'intégrer une école de football. Vous comprenez que nous lui dédions à lui et aux 6 autres enfants tués samedi dernier dans la ville de Kumba. Nous allons leur rendre hommage dans cette édition de 100% foot à laquelle s'associent de nombreux internationaux camerounais. Michael Ngande Gandui, Choundua Adiara, Francine Zouga, ils sont nombreux qui ont décidé, qui ont choisi Equinox Télévision pour marquer leur indignation. Ce soir, vous les écouterez dans 100% foot dans quelques instants, Serge Alain. Voilà, ne manquez pas le rendez-vous. Ils viennent vous le dire, Sylvestre Hippolyte Zangaou, 100% foot avec les valeurs sûres du football camerounais. Michael Ngande Ngadui, champion, il sera là, Bernard Tutan et les autres dans 100% football. Voilà, on va terminer cette édition. Eric Yombi, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter un autre combat en 30 secondes? Déjà, on ne gagne pas une guerre comme celle-ci. On ne peut pas dire au terme qu'à terme, évidemment, qu'on a gagné. On est tous perdants lorsqu'il s'agit d'une guerre comme celle-ci. Il appartient au chef de l'État de prendre ses responsabilités et de mettre en place d'autres mesures. Ceci étant, il s'agirait notamment de rencontrer nos autres frères pour discuter afin qu'on prenne d'autres résolutions. Edmond Katé, oui. Comment faire pour éviter un autre combat? Changeons de logiciel, asseyons-nous et discutons. Je tiens ça de mon maître politique, Laurent Gbagbo. Il aimait le dire, asseyons-nous et discutons. C'est ce que je vais dire ce soir. Ok. Serge Mebikoy. Oui, il est question de réfléchir sur les nouvelles voies alternatives pour régler systématiquement la crise politique et sécuritaire qui sévit dans les régions nord et du sud-ouest. Moi, j'ai toujours demandé que l'on puisse organiser d'autres assises qui vont tabler sur la commission justice, vérité, justice et réconciliation. Oui. Parce que ça permet davantage de questionner tous les différents acteurs qui sont au cœur même de ce processus-là. Les leaders gouvernants, les protagonistes sécessionnistes, les entrepreneurs politiques, les leaders de la société civile, les religieux, les intellectuels, entre autres. Il faut véritablement qu'il y ait la grande commission vérité, justice et réconciliation. C'est pour cela que les uns et les autres vont se regarder. Sur le modèle sud-africain?
Pourquoi pas? Bon, c'est vrai qu'il faut créer un contexte d'endogénéisation de cette commission-là ici au pays en fonction de nos réalités internes, à tel enseigne que l'on puisse justement aboutir au règlement de ce problème. Bon, Yebga, vous avez le mot de la fin. Bien, c'est que disaient les ancêtres. On peut éviter. Les Mbombok pensent qu'on peut. C'était le dernier tournage. Alors, ce que nous disons, c'est que les politiciens arrêtent de politiser la crise. Dès que ça va se faire, on pourra trouver des solutions politiques à cette crise. Un. De deux, nous lançons un appel aux Zambaboy qu'ils sont localisés, qu'on sait où ils sont, mais tel que ça avance, il faut éviter le carnage, qu'ils déposent les armes, qu'ils reviennent à la normale et le Cameroun se portera bien. Merci, cher monsieur, merci Eric Yombi, merci Edmond Katé, merci Serge Mebikoy, bon retour à Yaoundé. Merci. Voilà, il y a une autre... Non, je n'ai rien dit. Bonsoir, Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Toute la grosse équipe technique conduite par Innocent Abega vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, bon ami Kano. et 5 minutes. Les montres des agences de Camrail à travers le pays sont synchrones avec celles du siège de Bessenga à Douala pour la minute de silence consacrée aux victimes de l'accident de train.